Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien de mon point lecture ou bilan lecture pour le mois de juillet. Encore une fois, j'essaye de rattraper mon retard et vous verrez qu'au niveau des lectures, je n'ai pas autant lu. C'est pareil que le mois de juin, je n'ai lu que 3 livres. En fait, vraiment 2 livres et un manga. C'est parti, je vous les présente tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Zell, l'ange mercenaire, le tome 1, la clé, de Calypso Caldine, publié aux éditions Hugo Newway, que je remercie. J'attendais beaucoup de ce tome-là parce que déjà au niveau de la couverture, on devine que ça va être une histoire qui tourne autour des anges et j'ai pas l'habitude de lire des histoires dans ce thème-là. Et j'étais très curieuse, par contre comme vous pouvez le voir, c'est une sacrée brique. Et je vais tout de suite vous parler du résumé. On va suivre le personnage de Kendra, qui est une jeune étudiante qui emménage dans la ville de Ravenhill, où elle espère trouver de nouveaux clients pour leur faire profiter de ses dons, puisque Kendra, elle a la faculté de voir les âmes des personnes, elle voit leur couleur, elle voit si elles sont bonnes ou mauvaises, et elle est capable de voir les fantômes. Elle a un dos bien plus développé que ça, mais je vais pas vous le détailler davantage parce que c'est plus intéressant de le découvrir dans l'histoire. Le fait est qu'il semblerait qu'il se passe des choses mystérieuses à Ravenhill, puisqu'il y a des attaques. Elle va également faire la rencontre d'une personne qui se fait appeler Zell, donc c'est un homme assez mystérieux. J'ai envie de vous le dire, c'est le titre de la saga. Et elle va découvrir justement que ce dernier n'est pas forcément très gentil avec elle et qu'il n'a pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis d'elle. Je ne vous en dis pas plus au niveau de l'histoire parce que je ne veux pas non plus trop en dévoiler. Le fait est que ce que j'ai apprécié dans ce tome-là, c'est que l'univers est très intéressant. Je veux dire qu'il y a quand même beaucoup d'action, mais ça contrebalance avec le fait que c'est limite trop long. J'ai eu l'impression que des fois on s'éternisait dans certaines actions qui n'avaient pas lieu d'être, où on aurait pu se passer de certains passages, parce que justement c'est une bonne brique, et moi il y a eu un moment donné où j'avais l'impression de faire un petit peu du surplace. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Kendra parce qu'elle assume complètement le fait qu'elle ait des dons, et il faut pas oublier que à l'heure où le livre a été écrit, on est en 2018 aussi, enfin ou en 2017, et c'est pas trop dans notre société de se dire que des personnes qui ont des dons, on va pouvoir aller les voir, on y croit, etc. Très souvent, elles sont comparées à des personnes qui sont folles et qui devraient se faire interner dans un hôpital psychiatrique. Donc j'ai beaucoup apprécié le fait que Kendra, elle assume complètement ses dons dans son lycée, alors que voilà, elle pourrait ne pas y montrer par peur d'être critiquée ou qu'on se moque d'elle. Pas du tout, elle assume, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et le fait est qu'elle n'en oublie pas non plus qu'elle est humaine et donc qu'elle peut être vaincue. Parce que très souvent on peut se dire qu'une personne qui a des dons va croire qu'elle est invincible, etc. Et pas du tout. Elle a la tête sur les épaules, Kendra, puisqu'elle sait que c'est qu'une humaine et qu'elle peut mourir. Donc j'ai envie de vous dire, point positif, elle en a pris conscience. A l'inverse, malheureusement, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage de Zell parce qu'il n'est pas très détaillé dans l'histoire. On le voit apparaître, y a pas de souci, il fait des actions, mais il est flou ce type. On voit qu'il joue un peu avec de la drague, mais sans en être complètement. Et si vous voulez, là où ça a dénoté, et c'est là que ça a fait, je pense, capoter le truc avec moi, c'est que théoriquement, Kendra et Zell sont censés avoir un jeu de séduction entre eux, voire même peut-être former un couple vers la fin. Or, moi, non, je n'ai pas ressenti de séduction. J'avais plus l'impression que c'était le chien et le chat, deux cousins ou le frère et la sœur, enfin j'en sais rien, mais pas une relation de séduction pour former un couple. Plus, ouais, je te taquine, t'es un bon poteau, puis ça va bien. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais apprécié, je pense vraiment que l'histoire tourne vers un peu de romance quand même, et une romance plus accentuée parce que là franchement on la frôle, mais on la frôle vraiment en surface. Et autre truc qui a fait aussi que forcément ça ne l'a pas fait avec moi, ceux qui ont vu pareil mes Insta Stories, parce que sur Instagram je fais beaucoup de points lecture, donc si vous cherchez mon Instagram il est en barre d'infos. Il y a énormément, mais alors énormément, et je n'exagère pas, hein, quand je vous dis énormément c'est énormément, de passages où l'héroïne nous sort le « Oh mon Dieu ». Mais pas le « Oh mon Dieu » genre écrit correctement, c'est « Oh mon Dieu »,« Oh mon » tout attaché, « Dieu » tout attaché. « Oh mon Dieu ». Et c'est... Bon, je veux bien hein, que selon les expressions, elles soient écrites d'une certaine manière. C'est pas tellement la police de l'écriture qui m'a dérangée, c'est plutôt le fait qu'elle le dit à tout bout de champ. Toutes les 2 minutes, c'était « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ah non mais oh mon Dieu ». Moi, il y a un moment donné, j'ai envie de te dire « Oh mon Dieu, arrête quoi ». Enfin,
Ok, je veux bien, en plus l'expression va très bien avec le thème de l'histoire, on tourne autour des anges du paradis, mais il y a un moment donné, arrête avec cette expression parce que tu me tapes sur le système. Franchement, rien que d'y repenser, ça me gave. Parce que, je vous jure, je veux bien qu'on ait chacun ses expressions. Moi, mes expressions, c'est souvent donc et voilà. Mais pas dans un livre, pitié, pas dans un livre, parce que ça nous énerve de voir à chaque fois ce terme-là, surtout ce mot, quoi. Enfin, moi, au bout d'un moment, c'est bon, j'étais là, oh mon Dieu, bah remets-toi-en, quoi. Enfin, il y a un moment donné, arrête. Bon, faut que je me calme, mais voilà, vous comprenez maintenant ce qui a fait aussi que ça a capoté, c'est que ce terme revenait beaucoup trop pour moi, et à un moment donné, ça m'a tapé sur le système, et c'était plus un plaisir de lire, mais plutôt une corvée. C'est vraiment dommage, parce que si on enlève cette expression, et si on enlève le fait que le livre fait 500 pages, et qu'il aurait très bien pu être beaucoup plus condensé, plus petit, avec des actions qui pourraient être enlevées, parce qu'elles n'étaient pas forcément super utiles dans l'histoire, je suis sûre que j'aurais adoré, parce que l'univers, je vous le dis, est super intéressant, et bien développé, mais il y a des actions aussi des fois qui ne collaient pas avec le moment en fait. Je ne comprenais pas pourquoi Kendra faisait telle ou telle chose alors que la solution était juste devant son nez. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu vraiment être super et je suis la première déçue en fait parce que j'aurais beaucoup aimé apprécier cette histoire. Mais malheureusement, bah, ça peut pas plaire à tout le monde et moi ça ne m'a pas plu. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos pour plus de détails. J'ai ensuite lu Calendar Girl, le tome 7 juillet de Audrey Carlan, publié aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie une fois de plus. Après le mois de juin que j'avais trouvé très intéressant, j'étais très curieuse de retrouver Mia et de voir comment elle allait évoluer. Et là, on va la retrouver dans la ville de Miami où elle va être avec un célèbre chanteur de hip-hop qui se fait surnommer le Latin Lover. Mais son vrai prénom, c'est Anton Santiago. Et autant vous dire que je préfère Anton Santiago que Latin Lover. Ça fait un peu... J'avoue qu'au niveau de ce terme-là, ça fait un peu kikiche quand même. Hein. Cucupralinou, ce que vous voulez. Latin Lover, ça n'a pas été très cherché, bien loin. Mais... l'histoire est super intéressante puisque Mia va devoir jouer la séductrice dans son clip de musique et on s'attend encore aussi à un petit schéma répétitif avec le style que les personnages qui entourent le personnage masculin principal sont amoureuses de lui alors que bah, pas forcément. On s'attend à ce qu'elle va être avec lui, enfin on s'attend à plein de choses de rythme qu'on a pris un petit peu l'habitude avec cette saga et pas du tout, une fois de plus l'auteur se renouvelle. On va découvrir d'autres choses, on va aussi revoir certains personnages des tomes précédents, un peu comme dans le tome de juin. Et je trouve ça super intéressant qu'en fait, eh ben, tous les personnages qui font partie de la vie de Mia à présent reviennent par moments dans les tomes pour lui faire un coucou ou pour la revoir. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vous en dirai pas plus au niveau de l'histoire parce que mine de rien, faut le découvrir par soi-même pour apprécier la lecture, tout simplement. Autre chose, gros point positif de ce tome-là, c'est que par rapport à ce qui s'est passé dans le tome de juin, l'auteur a vraiment fait que les émotions et la façon d'être de Mia soient vraiment en conséquence et dues à ce qui lui était arrivé dans le précédent tome. J'ai trouvé ça super bien construit parce que je me suis dit, si ça se trouve, elle va faire que ça y est, Mia, elle s'en remet très facilement et elle est de nouveau elle-même. Et bah non, là on voit vraiment que cet événement l'a attristé, l'a touchée et qu'elle met du temps justement à passer au-delà de cet événement et je trouve ça super bien parce que ça colle avec ce qui se passerait dans la réalité tout simplement. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce tome-là parce que j'ai beaucoup apprécié découvrir Mia qui tente de se reconstruire, qui tente de passer au-delà de ce qui s'est passé et ça collait parfaitement avec les émotions qu'une personne aurait dans ce genre de situation. Et surtout qu'en plus de ça, on voit qu'elle est vraiment bien entourée et ça fait chaud au cœur. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai donc ensuite lu un manga. Il s'agit de Freak Iceland, le tome 2 de Masaya Okazono et publié aux éditions Delcourt. J'avais beaucoup aimé le premier tome. En fait, on retrouve Takaku qui est un jeune étudiant qui part avec d'autres amis pour faire des recherches sur une île. Et malheureusement, ils vont faire la rencontre d'un homme qui porte un masque à tête de cochon comme on voit sur la couverture. Et en fait, c'est un tueur. Il massacre les gens sur son passage avec une tronçonneuse. Si vous aimez les films d'horreur justement du style massacre à la tronçonneuse, ce manga est fait pour vous. Il est très chargé au niveau du sang, au niveau des meurtres, du gore. On est vraiment tout le long dans le sang.
Et dans ce second tome, on va vraiment suivre l'avancée des personnages qui tentent d'échapper à ce monstre. On a des révélations qui sont très intéressantes, mais j'avoue que ce tome-là, il est un peu plus en dessous que le premier, parce que justement, ce que je retiens essentiellement de ce tome-là, c'est le sang. J'ai l'impression que c'était un petit peu décousu, que l'auteur voulait vraiment nous mettre des scènes de combat, des scènes de violence à chaque bout de page. Des fois, je ne savais plus trop identifier qui était qui au niveau des personnages parce que le dessin, j'avais l'impression que c'était très chargé. Le dessin est très sombre. On est sur un dessin de manga très brusque, très... oui, je peux qualifier de brouillon parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup d'images qui viennent se mettre dessus. On a beaucoup de personnages. Et c'est vrai que c'est très sombre parce que non seulement il y a du sang, mais on a aussi pas mal de personnages qui sont sur les planches. Donc c'est vrai qu'au niveau du dessin, je vous cache pas, c'est pas la joie, c'est pas le dessin que je raffole, mais moi l'histoire par contre me plaît énormément. C'est juste que au niveau des planches, je pense qu'il y a beaucoup trop de teintes noires. Le noir est beaucoup prédominant sur ces planches-là. Peut-être qu'il aurait fallu faire un petit peu plus de blanc et mettre aussi peut-être un petit peu plus d'espace. Mais sinon, en soi, l'histoire est originale. Parce qu'on va vite découvrir qu'en fait, c'est pas pour un rien que l'intitulé du manga c'est Freak Iceland. Je vous laisserai le découvrir par vous-même si ça vous intéresse, mais si vous aimez les mangas horreur, celui-ci est fait pour vous. C'est juste que ce second tome, pour moi, était juste chargé en sang. Et même si j'aime le gore, là c'était un petit peu trop. C'est une suite pour moi du coup qui est un petit peu décousue, un petit peu brouillon et c'est dommage parce que l'univers est super intéressant. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés et si vous l'avez apprécié ou non. J'espère en tout cas vous avoir fait envie de les découvrir, même si Zell je ne l'ai pas apprécié, peut-être que vous l'apprécierez, en tout cas je l'espère. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!